Liowa est un de ces endroits où l'on peut vraiment avoir l'impression d'être coupé du reste du monde. Ma ville se résumait littéralement à une école, une petite épicerie, une station-service, un bureau de poste et une grange transformée en patinoire à roulettes, avec une population qui tournait autour des 900 habitants. Pour le récit, je vais appeler cet endroit Outpost 19. J'avais 17 ans quand c'est arrivé. C'était ma dernière année de lycée. Mon meilleur ami Jerry avait déménagé à Cedar Rapids après le divorce de ses parents. Sa mère avait obtenu la garde complète, du moins jusqu'à ses 18 ans. Mais Jerry sortait avec une fille qui vivait encore à Outpost 19. Alors chaque week-end, il faisait 1 heure de route pour revenir en ville, voir son père, passer du temps avec sa copine et, si possible, boire une bière avec moi. C'était notre routine depuis près d'1 an. Je me souviens très bien de ce week-end-là. La remise des diplômes approchait, mais l'année scolaire n'était pas encore terminée. Jerry était revenu comme d'habitude, sauf que sa copine était partie en vacances avec sa famille. On a donc décidé de tuer le temps autrement, en roulant sans but. On a pensé un instant passer à la patinoire, mais comme c'était un samedi soir, ça devait grouiller d'ados, alors on a laissé tomber. Finalement, on s'est contenté de conduire au hasard en balançant des bouteilles de bière vides contre les panneaux de signalisation. À cette époque, je bossais à mi-temps dans la petite épicerie du coin, à réapprovisionner les rayons en semaine. Pendant mes heures, j'avais pris l'habitude d'écouter des podcasts de crimes ou des creepypastas. L'une d'entre elles m'avait marqué « The Showers ». L'histoire parlait d'un type parti à la recherche d'un mystérieux bâtiment perdu dans les routes de campagne du Nebraska, sur les conseils de son professeur, pour finalement découvrir quelque chose d'horrible caché à l'intérieur. Le Nebraska et l'Iowa se ressemblent beaucoup côté paysage. Prairies, champs de maïs à perte de vue, et les descriptions de l'auteur me rappelaient étrangement les environs d'Outpost 19. Alors que Jerry et moi tournions sans but, je lui ai suggéré qu'on trouve un coin abandonné à explorer, sans lui préciser que l'idée venait d'une creepypasta. La vérité, c'est qu'on n'avait jamais vraiment exploré grand-chose en dehors de notre bled. On pêchait parfois dans les rivières. Enfant, on jouait à cache-cache dans les champs de maïs, mais jamais on n'avait osé s'aventurer sur la propriété d'autrui. Ce soir-là, on s'ennuyait tellement qu'on a décidé de tenter le coup. On roulait depuis un moment quand on est tombé sur un chemin de terre encadré de 2 champs de maïs. Tout au bout, il menait à ce qui ressemblait à une grande grange à 2 étages. Aucun signe de vie, pas une lumière, juste la lune et les phares du pick-up de Jerry. Je lui ai soufflé de couper les phares avant de s'engager sur le chemin. On a avancé lentement, prudemment, jusqu'à atteindre le bâtiment. J'étais surexcité intérieurement. C'était exactement comme dans l'histoire. Mais on ne savait pas si la grange était réellement abandonnée. Un fermier armé aurait très bien pu nous tirer dessus pour avoir pénétré chez lui. Pourtant, pas un bruit, pas une âme. Jerry a tourné son pick-up pour qu'il soit déjà orienté vers le chemin, prêt à filer au cas où, puis a coupé le moteur. On est descendu et on s'est dirigé vers la grange. Tout était plongé dans le noir, mais à la lueur de la lune, j'ai distingué un vieux moulin à vent rouillé, quelques abreuvoirs renversés et un silo dressé à côté du bâtiment. Ça ressemblait à un ancien ranch. Mais où étaient passés les animaux ? La seule façon de le savoir, c'était d'entrer. Les petites portes latérales étaient toutes verrouillées. On s'est alors dirigé vers les immenses doubles battants à l'avant. Et à notre surprise, ils se sont ouverts sans résistance. À l'intérieur, une faible lueur nous a immédiatement frappés. Plusieurs bougies brûlaient, posées un peu partout. Jerry avait emmené une lampe de poche, mais il a préféré ne pas l'allumer, de peur qu'un propriétaire armé remarque notre présence. Mais même avec les chandelles, impossible de distinguer grand-chose. Une boule m'est montée au ventre. Tout en moi criait qu'il fallait partir. Jerry a finalement allumé sa lampe. Le faisceau a révélé des chandeliers disposés sur des tables, le long des rambardes, comme dans une salle de réception. L'endroit ressemblait à un lieu de mariage. On ne voyait personne, mais forcément quelqu'un avait allumé toutes ces bougies. Et puis, au centre, un autel.
Jerry et moi nous sommes compris d'un regard, il fallait aller voir. En approchant, j'ai vu un grand couteau planté entre deux chandelles, dans ce qui ressemblait à une carcasse. On s'est rapproché encore. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Un agneau égorgé. Jerry, je crois qu'il est temps de partir. On a détalé vers le pick-up, démarré en trombe. Mais avant de s'éloigner, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Je vous jure que j'ai aperçu plusieurs silhouettes immobiles devant la grange. Et en partant, un choc sourd a résonné contre le haillon du pick-up, comme si quelqu'un avait lancé quelque chose. On a dû utiliser le GPS pour retrouver le chemin du retour. Une bonne demi-heure de route jusqu'à Outpost 19. On n'a rien dit à personne, de peur d'avoir des ennuis pour intrusion. Plus tard, on a constaté une petite bosse sur le haillon du pick-up. On a supposé que l'une de ces silhouettes avait lancé une pierre. J'ai vécu encore 1 an à Outpost 19, avant de déménager à Des Moines pour travailler dans le bâtiment. Mes parents ont pris leur retraite et quitté la ville l'année suivante. Depuis, je n'ai plus aucune raison d'y remettre les pieds. J'ai essayé de retrouver des infos sur les anciennes fermes laitières ou bovines autour d'Outpost 19, mais impossible d'identifier précisément l'endroit. De nuit, tout semblait irréel, et de jour, ça doit être méconnaissable. Mais j'ai entendu des rumeurs persistantes. Des sectes sataniques auraient des repères isolés dans les coins reculés de l'Iowa. Je n'ai aucune certitude, mais au fond de moi, je crois qu'on est tombé cette nuit-là sur l'un de ces repères, et qu'on a interrompu un rituel en plein déroulement dans cette grange. Au début de ma vingtaine, je travaillais comme releveur de compteur à Iowa City. Un releveur de compteur, c'est quelqu'un qui note chaque mois la consommation d'électricité, de gaz ou d'eau. Quand les compteurs sont à l'intérieur d'une maison et que le client veut une facture exacte, il faut qu'un employé entre, que les propriétaires soient là ou pas. Et si besoin, il nous laisse une clé quand il signe le contrat. Entrer dans une maison quand les gens n'y sont pas, je ne m'y suis jamais habitué. Même en frappant fort à la porte, j'avais toujours ce sentiment étrange d'être un intrus, pas le bienvenu. L'intérieur d'une maison, c'est l'espace le plus intime qui existe. L'extérieur, c'est juste l'image qu'on veut montrer au monde. Mais plus on avance à l'intérieur, plus on découvre la vraie nature de ceux qui y vivent. Et si vous voulez voir la vérité brute, sans filtre, il suffit de descendre au sous-sol. Et moi, je déteste les sous-sols. J'y ai vu des murs qui ressemblaient à un écran de télévision couvert de parasites, jusqu'à ce que je réalise que c'étaient des cafards qui grouillaient sur la peinture blanche. J'ai vu des toiles d'araignée si épaisses qu'on aurait dit que la machine à barbe à papa avait explosé là-dedans. Des rats, des serpents, des excréments, des armes, des enfants négligés, des animaux maltraités, des squatteurs, des accumulations immenses de déchets, des objets sexuels étranges, un labo de méthamphétamine improvisé, et même un cercueil. Pour tout ça, on peut imaginer des explications rationnelles. Enfin, sauf peut-être pour le cercueil. Mais il y a un sous-sol où j'ai trouvé quelque chose qui dépassait toute logique. Et c'est précisément ce qui m'a terrifié. C'était dans un vieil immeuble divisé en appartements. De l'extérieur, il ressemblait à toutes les autres maisons de la rue. J'ai emprunté la porte arrière et je me suis retrouvé en haut d'un escalier. J'ai tâtonné le mur jusqu'à sentir un interrupteur, mais quand je l'ai actionné, aucune lumière ne s'est allumée. Je n'avais pas de lampe torche. Mes tournées duraient 5 à 6 heures de marche, alors je voyageais léger. J'utilisais souvent la faible lumière de mon boîtier portable, mais ça n'éclairait qu'à 1 pied devant moi. Le pire lampion du monde. Je l'ai pointé devant moi et j'ai descendu les marches dans le noir complet. Arrivé en bas, j'ai avancé à tâtons. Un pas minuscule après l'autre, les bras tendus. J'ai fini par atteindre le fond, et là, la lumière de mon appareil a révélé 2 portes, 2 petites pièces distinctes. J'ai ouvert celle de droite et trouvé les compteurs dans le coin. Pendant que je notais les chiffres, j'ai entendu des bruits venant de l'autre pièce. Quelque chose
bougeait là-dedans. Puis un gémissement de plus en plus fort. J'ai vite compris que c'était un chien. Il paraissait faible, épuisé. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Le chien grattait de l'autre côté. Je me sentais impuissant. De retour au bureau, j'ai signalé ce que j'avais entendu. Mais je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'image de ce pauvre chien enfermé là. L'idée m'a hanté pendant un mois entier, jusqu'à ce que je doive revenir. Alors le mois suivant, me voilà à nouveau dans ce sous-sol sombre. Au moins, cette fois, je savais où étaient les compteurs. J'ai traversé jusqu'à la pièce de droite tout en tendant l'oreille. Rien. Silence total. Après avoir relevé les chiffres, j'ai hésité. Le souvenir du chien me rongeait. Était-il encore coincé là ? Je suis resté devant la porte un long moment à écouter. Toujours rien. Et c'est là que j'ai commis une énorme erreur. J'ai touché la poignée. À peine l'avais-je effleuré qu'un hurlement a éclaté. Un cri à vous glacer le sang, le plus atroce que j'ai jamais entendu. Un son que je ne pensais même pas humainement possible. D'abord des hurlements courts, perçants, suraigus. Puis des grognements graves et traînants. Puis des sons qui ressemblaient à des sanglots, mais plus forts, plus chaotiques. Ça n'avait aucun sens. C'était comme une musique improvisée, malade, un jazz psychotique hurlé dans le noir. J'ai reculé en trébuchant, manquant de tomber. J'ai crié quelque chose comme « Hé, qui est là ?» Mais pas de réponse. Juste encore ces cris, encore plus violents. « Vous allez bien ? Vous avez besoin d'aide ?» Toujours rien. Juste cette cacophonie infernale. Il ne faisait aucun doute que la personne m'avait entendu. Mais elle ne voulait pas d'aide. Elle voulait seulement que je parte. Alors j'ai faufilé ma fuite dans l'obscurité, remonté les escaliers au plus vite. En haut, je me suis figé à écouter. Les hurlements continuaient sans faiblir. J'ai attendu, espérant que ça s'arrête, mais non. Quand je suis parti, ça hurlait encore, tout aussi démentiel. J'étais soulagé d'en sortir, mais la peur est revenue aussitôt. J'allais devoir y retourner le mois suivant. J'ai signalé ce que j'avais entendu, mais rien n'a changé. Plus la date approchait, plus une angoisse sourde me rongeait. Qui pouvait bien rester seul, enfermé dans une telle obscurité en silence, jusqu'à hurler comme ça ? Mon imagination inventait 1000 horreurs. J'en étais venu à me dire que si j'y croisais Lucifer lui-même, je serais presque soulagé. Et puis, plus rien. Pendant des mois, aucun bruit. J'étais presque résigné à ne jamais savoir quand un hasard m'a ramené dans cette histoire. Un soir, après un concert, j'ai raccompagné mon amie Lara. Elle venait de déménager et m'indiquait la route. Et là, je l'ai vue pointer une maison. La maison. Celle avec le sous-sol. J'ai éclaté. Ça va paraître bizarre, mais as-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange dans le sous-sol ? Elle m'a coupé net. Oui, il y a un fou qui vit là-dessous. Confirmation. Elle m'a expliqué qu'elle habitait dans les combles et que la nuit, elle l'entendait crier. Mais le pire, c'est qu'elle l'avait déjà vu. Un jour, en allant à sa voiture, il se tenait au milieu de la pelouse, immobile, sans expression, planté sur son chemin. Elle a contourné, prudente, et lui a lancé un bonjour poli. Il n'a pas répondu. Mais en passant, il a sorti sa langue lentement, puis l'a rentrée d'un coup, reprenant son air figé. Elle a filé aussitôt, glacée. 2 ou 3 mois plus tard, moi aussi je l'ai rencontré. Je suis entré par la porte arrière comme d'habitude, mais cette fois, une lumière brillait en bas. J'ai regardé. Un chien, le même que j'avais entendu la première fois, et derrière lui, des pieds nus. Je ne voyais que ça, mais j'ai su. C'était lui. J'aurais dû repartir immédiatement, mais ma curiosité a pris le dessus. J'ai dit « Bonjour, c'est le releveur de compteur ». Puis j'ai commencé à descendre. À mesure que j'avançais, son corps se révélait.
Un homme d'âge moyen, crâne rasé, yeux fous. Torse nu, sec, nerveux, chaque muscle semblant prêt à exploser. Je lui ai expliqué pourquoi j'étais là, et à ma grande surprise, il m'a parlé normalement. Ou presque. Sa voix avait un ton étrange, mais ses phrases étaient banales. Pendant un instant, j'ai douté. Était-ce vraiment lui qui hurlait ? Puis son comportement a dissipé mes doutes. Il marchait de long en large sans arrêt, frottant ses mains ensemble, secouant la tête par à-coups. Plus il parlait, plus il s'agitait. Son visage se crispait. Des tics sonores s'échappaient malgré lui. De temps en temps, il lâchait un « Ah !» en plein milieu d'une phrase, comme s'il tentait de se retenir, mais perdait le combat. Je me suis dirigé vers la sortie. Il m'a suivi. Ses cris involontaires s'intensifiaient. Je sentais la panique me gagner. J'ai atteint l'escalier, j'ai dit au revoir. Et là, il n'a plus pu se contenir. Les hurlements ont jailli. Les mêmes, inoubliables, inhumains. J'ai bondi hors du sous-sol, claqué la porte et fui vers la lumière du jour. Quelques mois plus tard, j'ai raconté l'histoire à mes amis, dont Lara. J'étais excité de partager enfin ça, mais son visage s'est assombri. Elle m'a dit que 2 semaines plus tôt, elle avait vu les gyrophares depuis sa fenêtre. 2 policiers avaient embarqué l'homme dans leur voiture. Plus tard, elle avait appris qu'il avait attaqué quelqu'un au couteau. Et depuis, plus personne ne l'avait revu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'aimerais croire qu'il a reçu l'aide dont il avait besoin, mais c'est peut-être juste plus rassurant que d'imaginer l'alternative. Parce qu'il y a toujours une raison d'avoir peur. Je vis aujourd'hui dans une grande ville, après avoir quitté une petite ville il y a quelques mois. Je suis à l'université et je prépare une licence en justice pénale. Je vis avec ma mère et mon fils de 2 ans, dans un vieil immeuble dans lequel on vient tout juste d'emménager. Je trouvais que l'immeuble semblait sûr, mais ce qui m'est arrivé il y a environ 1 semaine m'a fait complètement changer d'avis. Je travaille de nuit. Je commence à 17h30 et je finis en général vers 4h du matin. C'était quelques jours après Halloween, et ma mère gardait mon fils à l'appartement. Un collègue me dépose parfois, et ce soir-là, il venait justement de me ramener chez moi. Comme je suis une jeune femme seule et qu'il fait nuit dans une grande ville, il a pris l'habitude de m'accompagner jusqu'à la porte. Je le remercie, puis je cherche ma clé, parce que l'entrée de l'immeuble est censée être verrouillée après 22 heures. Normalement, seuls les résidents peuvent entrer après cette heure-là. Mais quand j'ai tourné la poignée, la porte s'est ouverte sans même avoir besoin de la clé. C'était bizarre. Je me suis dit, c'est pas normal, ces portes ne sont jamais ouvertes comme ça. Je suis entrée et j'ai pris l'ascenseur. À l'intérieur, je me suis penchée pour ranger ma clé dans mon sac, et là, j'ai entendu quelqu'un monter avec moi. Quand j'ai levé la tête, j'ai eu une de ces frayeurs. Devant moi se tenait un homme déguisé en clown, une tenue complète, costume bleu à rayures blanches, immenses chaussures de clown bleu, perruque bouclée bleue, nez rouge et maquillage bleu et rouge qui dessinait un sourire. Mais lui, il ne souriait pas. Son visage était figé dans une expression vide et glaciale. Les portes se sont refermées. J'ai dit poliment « bonsoir » comme je le fais toujours. Mais à ce moment-là, son regard vide s'est transformé en une expression sinistre. Tandis que l'ascenseur montait, je me suis demandé « qu'est-ce qu'il fiche ici à cette heure-ci ? Il y a une fête ou quoi ?» Mais bon, on ne fait pas de fête d'anniversaire à 5h du matin, surtout pas pour des enfants. Et c'est normalement le seul contexte où on voit des clowns. Puis j'ai remarqué qu'il portait un sac. Je ne l'avais pas vu en entrant. Il m'a fixé avec son regard malsain, s'est penché et a sorti quelque chose de ce sac. À ce moment précis, l'ascenseur s'est arrêté au 6e étage, là où j'habite. Les portes se sont ouvertes et j'ai commencé à sortir en disant « Passez une bonne matinée ». Il a relevé la tête et son expression sinistre s'est changée en un sourire encore plus terrifiant. Ce qu'il avait sorti de son sac ? Un énorme couteau de cuisine. J'ai hurlé et je me suis mise à courir dans le couloir. Je vous jure que ce clown m'a poursuivi en rigolant comme un fou. J'ai couru de toutes mes forces, en entendant ses pas derrière moi. Quand j'ai enfin atteint ma porte, j'ai attrapé mes clés, j'ai ouvert la porte juste au moment où il arrivait derrière moi avec le couteau.
J'ai claqué la porte sur lui et je me suis ruée sur le téléphone pour appeler le 911. Après mon appel, j'ai regardé par le Judas. Plus personne. Ma mère s'est réveillée et je lui ai tout raconté. Peu après, les policiers sont arrivés. Mais le clown avait disparu. Ils m'ont dit qu'ils me croyaient, et pour cause. Dans l'immeuble d'à côté, un homme avec exactement le même costume de clown avait été aperçu. Et il correspondait à ma description. Et quelques jours auparavant, dans le quartier, une femme avait été retrouvée étranglée chez elle. Un témoin avait affirmé avoir vu un clown rôder dans les parages. Heureusement, la police a promis d'augmenter les rondes et il continue à surveiller l'immeuble. Alors, s'il te plaît, clown flippant, ne t'approche plus jamais de moi. Quand j'avais 7 ans, on a déménagé avec ma mère et mes 2 grands frères, 13 et 15 ans à l'époque. On a emménagé dans une rue construite sur d'anciens rails de tramway du début des années 1900. Les maisons elles-mêmes étaient assez récentes, des rangées de maisons mitoyennes. Elles avaient à peine 15 ans quand on y est arrivé. Chaque maison avait un petit jardin à l'arrière, séparé par une clôture en bois d'environ 1 mètre de haut. Et tout au fond, il y avait un grand mur en béton, d'environ 2 mètres de haut, qui séparait les jardins d'un parc public, juste derrière. À cet âge-là, je passais la plupart de mon temps à m'occuper tout seul. L'écart d'âge avec mes frères faisait que j'étais souvent laissé de côté et mes parents venaient de divorcer. Alors, je m'inventais des jeux, des aventures. Je jouais dans le jardin avec mon imagination. C'était normal de me trouver en train de jouer seul derrière la maison. On avait aussi des lapins qui vivaient dans un clapier adossé au grand mur du fond. Comme j'étais curieux, j'aimais monter sur le clapier pour regarder par-dessus le mur, vers le parc. Je faisais un peu de people watching version enfant. Je regardais les gens passer dans le parc, inventais des histoires dans ma tête. Ce soir-là, je me souviens qu'il faisait chaud et que le soleil se couchait un peu tard. Je ne me rappelle pas l'heure exacte, mais d'après la lumière dans mes souvenirs, il devait être vers 19h. J'étais debout sur le clapier, à observer le parc, comme d'habitude, quand j'ai eu une drôle d'envie de tourner la tête vers la droite. La disposition des maisons est importante ici. Chez nous, l'arrière donne sur la cuisine, mais chez les voisins de droite, leur salon est à l'arrière. Quand je tourne la tête à droite, je vois que la porte vitrée de leur salon est ouverte, mais aucune lumière n'est allumée dedans. La pièce est complètement noire et je ne distingue rien. Je sais que le canapé est tourné vers cette porte, donc quelqu'un assis là serait pile en face de moi. Et c'est là que je les ai vus. 2 points rouges, alignés, immobiles, flottant au milieu de la pièce noire. Je me suis mis à plisser les yeux, à essayer de comprendre ce que je voyais, et je te jure que ce que je vais te décrire, je ne l'ai jamais oublié. Ces 2 points rouges ont bougé. Ils ont fait un arc lent vers le haut et la droite, comme si quelqu'un assis se levait et que ses yeux suivaient naturellement le mouvement. En même temps, la forme sombre derrière ses yeux semblait se rapprocher doucement de la porte. Je ne pouvais pas distinguer de détails, juste une silhouette noire. J'ai paniqué, je suis redescendue du clapier et j'ai couru jusque dans le salon, tout à l'avant de la maison, pour prévenir ma mère. Elle m'a dit que ce n'était sûrement rien, alors malgré tout, je suis retournée dehors. Je remonte sur le clapier, j'ai regardé immédiatement vers la porte des voisins, et là, la silhouette est debout dans l'embrasure. Elle regarde le jardin, dans ma direction. Ses yeux rouges sont toujours là. Cette fois, je ne prends pas de risque. Je redescends, je rentre dans la maison, et je n'y retourne plus de la soirée. J'ai oublié cette histoire pendant des années, mais j'ai toujours eu peur du noir, et surtout, je déteste regarder par une fenêtre la nuit, surtout si elle donne sur l'arrière de la maison. Il y a quelques années, quelque chose m'a ravivé le souvenir de ce soir-là, et à chaque fois que j'en parle, même aujourd'hui, j'en ai les larmes aux yeux, parce que j'ai vraiment eu peur, et je me souviens encore de chaque détail. Mes voisins vivent toujours là, mais je n'ai jamais eu le courage de leur demander s'ils avaient vu ou vécu quelque chose eux aussi, ou s'ils avaient la moindre explication pour ce que j'ai vu ce soir-là.